Alors, nous avons voulu, pour cette table ronde, que ce soit un échange entre experts, mais aussi des témoignages de terrain. Et ce que je vous propose, la première question, c'est d'écouter un témoignage d'un bénévole de la Croix-Rouge, des Alpes-Maritimes, qui va vous poser une question que j'adresserai à Alain Rissetto et Audrey Le Bolivet en particulier. Bonjour, je suis Damien Dos Santos, président territorial des Alpes-Maritimes. En 2015, nous avons dû faire face à un gros phénomène pluvieux qui touchait le département des Alpes-Maritimes. Malheureusement, on déplore 32 décès qui sont liés à la méconnaissance des risques, je dirais, parce que les gens, au lieu de se protéger et de monter en hauteur au niveau supérieur, la seule préoccupation, c'était d'aller récupérer leur voiture personnelle dans les garages en sous-sol. Du coup, ma question pour nos experts est comment pouvons-nous sensibiliser la population au risque, à la préparation au risque, et répondre que sur la catastrophe de demain, la population soit prête à faire face à toutes circonstances. Alain Rissetto, vous êtes président de la commission mobilisation face aux risques de la Croix-Rouge française. Je vous propose de répondre à cette question. Comment mieux sensibiliser la population à faire face aux risques ? Merci et bonsoir à tous. Damien pose bien le problème. Cette tragédie d'octobre 2015 illustre bien les drames qui sont liés à l'absence de préparation et d'anticipation. Alors la Croix-Rouge française, depuis maintenant une vingtaine d'années, mais ça correspond avec l'arrivée de la loi de modernisation de sécurité civile en 2004, a mis au point, s'est penché sur cette problématique pour savoir comment impliquer la population dans sa préparation et de cette manière remettre le citoyen au cœur du dispositif. Et nous avons mis en place un module de sensibilisation que nous appelons le module d'initiation à la réduction des risques, un module de sensibilisation d'1 heure qui est chargé de faire prendre conscience aux participants de sa vulnérabilité et de l'amener à réfléchir sur comment mettre en place un programme familial d'autoprotection. Alors, ce module de sensibilisation, comment l'avons-nous diffusé ? D'abord, nous avions décidé de le rendre obligatoire aux côtés de la formation des gestes qui sauvent, qui est une formation, donc c'est un module d'1 heure, mais peut-être serait-il bien de pouvoir diffuser un peu plus ce module de sensibilisation. Nous avons également mené d'autres opérations, notamment liées à ce que l'on appelle le devoir de mémoire, et dans toutes ces zones qui sont habituées à avoir des drames tous les ans qui se perpétuent. Nous avions lancé d'ailleurs dans le département du Gard, sujet à de nombreuses inondations, une capitale de la réduction des risques, justement pour sensibiliser la population à l'égard de tout cela. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir pour bien préparer la population, le général Cousin nous disait tout à l'heure, nous parlant des plans, qu'il y avait une méconnaissance des acteurs un certain nombre de fois sur l'existence de ces plans, mais aussi une méconnaissance de la part de la population. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important. On le voit bien aussi au travers des images qui nous ont été présentées que et notre directeur général nous parlait d'une évolution qui tendrait vers un système de protection civile. C'est-à-dire qu'on voit bien que les opérations de secours de longue durée ou les plans de secours de courte durée, il est nécessaire de passer à une autre logique. Pas seulement prendre en compte la prise en charge du blessé, mais d'assurer la prise en charge de tous les impliqués et de tous les sinistrés. Et ça nécessite, ce que Jean-Christophe Combe nous disait tout à l'heure, ça nécessite de ne pas rester entre nous, entre experts. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes partis avec ce slogan « Préparons-nous à être prêts et apprenons à être surpris ». Ça veut dire qu'il faut aussi que nous apprenions tous les acteurs, non seulement à travailler sur les opérations de secours, mais aussi sur préparer les opérations et les actions de solidarité, et que nous devons faire ces exercices sur le terrain en impliquant la population. Merci Alain. Audrey Le Bolivet, peut-être nous partager un petit peu ce que fait l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière de maîtrise des risques, sur la spécificité, évidemment, du risque nucléaire. Merci. Donc, l'IRSN, c'est un organisme d'expertise et de recherche sur tout ce qui est risque nucléaire et radiologique. Donc, vous pensez tout de suite aux centrales, mais ça vaut aussi pour tout ce qui est radiodiagnostic, radiothérapie, etc. C'est aussi le médical, par exemple. Et c'est pas un institut qui prend des décisions. C'est pas un décideur. C'est un appui au pouvoir public qui est l'appui de ses expertises et de ses recherches. Et
Donc c'est finalement un éclaireur de décision, et il est en appui des pouvoirs publics et il est aussi en appui de la société civile. Pour finalement être au service de cette société civile qui est vigilante au risque. Et ça, elle ne connaît pas les plans, elle ne connaît pas bien les acteurs, et pourtant elle a cette vigilance au risque et elle a envie de s'y impliquer. Alors bien sûr, on a, comme beaucoup d'organismes, une mission d'information, de pédagogie, pour aider à la montée en compétence de la société civile. Mais à l'IRSN, on a fait un pari d'aller plus loin et au-delà de ces actions d'information et de pédagogie, on a dans notre contrat d'objectifs et de performance signé avec l'État un axe d'ouverture à la société, de dialogue, en ouvrant notamment et en mettant en place des lieux de dialogue scientifique partagés. Et donc ça nécessite, alors c'est avant la crise en fait, c'est en temps de paix aussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on arrive à la crise, si les acteurs ne se connaissent pas, s'ils n'ont pas créé du lien, s'ils n'ont pas habitué à travailler ensemble, alors c'est compliqué de travailler ensemble. Il faut qu'on ait du temps de vol ensemble, il faut qu'on ait du travail ensemble déjà en amont. Et c'est pas juste comment des experts, des chercheurs, quelle que soit leur grande qualité. Et en France, on a que ça, hein, des très bons experts et des très bons décideurs. Mais il faut que nous aussi, on évolue en tant qu'experts et chercheurs. C'est pas que juste comment on va réussir à leur faire comprendre nos plans, mais c'est aussi comment on va pouvoir les faire rentrer dans nos plans, parce que ils ont envie de s'impliquer vraiment. Et on parlait de l'engagement tout à l'heure, monsieur le directeur général, on parlait de l'engagement. Vous avez dit comment on peut finalement cultiver cette graine de l'engagement. Je crois que cette graine-là, elle existe. C'est nous qui devons apprendre à en être les tuteurs pour qu'elle pousse au mieux. Et ça, je pense que c'est un point qui est important. Ça nous bouscule, hein, experts-chercheurs, ça c'est clair, parce que c'est pas comme ça qu'on a appris à faire notre métier, il faut quand même bien le dire. Mais c'est hyper enrichissant. En tout cas, moi, les experts de l'IRSN qui ont goûté ont très envie d'y revenir, parce que finalement, ça leur fait changer de lunettes, ça leur fait voir des situations auxquelles ils réfléchissent tous les jours, différemment, sous un autre angle. Et ça, c'est très bénéfique. C'est pas pour faire bien, pour faire genre c'est la RSE, tout ça. Aucun rapport. Nous, on est là pour améliorer nos connaissances scientifiques. Vraiment pour faire en sorte que ça soit le plus robuste et que du coup aussi, l'appui qu'on rend au pouvoir public, il soit enrichi. Voilà ce que je pouvais répondre pour cette première question. Merci Audrey pour ce témoignage sur l'engagement. On va écouter une deuxième question qui nous est posée par une équipière de réponse aux urgences. On reviendra un petit peu sur cette notion pendant le débat, sur un sujet évidemment qui nous concerne tous, c'est le changement climatique. Je vous propose qu'on écoute la question de Camille Gallet. Bonjour, je m'appelle Camille Gallet, je travaille au siège de la Croix-Rouge française en tant que chargée de mission préparation aux catastrophes à l'international. La planète aujourd'hui fait face au changement climatique, et ce depuis nombre d'années déjà. Les conséquences sont tout autant ressenties sur notre territoire. Prenons par exemple la dernière tempête qui est passée en Europe, Eunice, mais également dans le reste du monde, avec une plus forte intensité et une multiplication de la fréquence de ces catastrophes d'origine naturelle. Le rapport du GIEC a été publié la semaine dernière, sonnant à nouveau l'alerte sur ce constat et axant l'anticipation comme axe stratégique. Dans ce sens, voici ma question. Quels sont au niveau national français des approches et des outils communautaires d'anticipation qui se développent pour faire face à cette multiplication de catastrophes? Et surtout, dans quel cadre ces approches pourraient-elles être duplicables en dehors de notre territoire sur des zones plus complexes et potentiellement avec un contexte sécuritaire particulier et peu, voire pas de ressources? Merci. Alors sur cette première question, j'aimerais peut-être vous écouter Christian Somat sur les enjeux du changement climatique. C'est une problématique qui nous concerne tous. La Croix-Rouge a publié un rapport sur le sujet, comment soigner une humanité à plus de degrés. Mais finalement, face à l'émergence des risques liés au changement climatique, quel niveau de résilience et comment on peut imaginer l'améliorer et mieux préparer les populations aux risques climatiques? Mais je crois que la question qui est posée, que vous posez, c'est celle qui a déjà été évoquée un petit peu, c'est la culture du risque. Alors, je dirais qu'il y a un constat d'abord, et puis il y a un espoir.
Alors le constat, c'est que depuis 20 ans, nous avons des politiques très en dents de scie sur ces questions-là. De temps en temps, vous êtes anxiogène, il ne faut pas en parler. De temps en temps, au contraire, il faut en parler. Les financements publics aux associations sont en dents de scie. De temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça passe pas. La politique n'est pas très stable sur ces sujets-là depuis un certain nombre d'années. Donc là, on arrive avec un espoir, et je voudrais prendre l'espoir récent du discours de la ministre de l'écologie, Madame Barbara Pompili, sur la culture du risque, qui va enfin mettre un accent particulier sur cette thématique-là. Et je crois effectivement, comme le général Cousin l'a dit, les associatifs peuvent jouer un rôle important sur ce sujet, mais encore faut-il leur donner un petit peu les moyens et un petit peu l'espace, puisque ce que nous visons tous ensemble, c'est la résilience de la nation, la résilience de l'État, bien sûr, mais la résilience de la nation et donc la résilience des populations. Et donc, il faut que ces populations, elles soient conscientes des risques. S'il n'y a pas la conscience du risque, vous n'aurez pas la préparation. Donc, la conscience du risque, elle se fait par des campagnes de connaissance, parce que c'est de la connaissance, c'est de l'acquis de connaissance, il n'y a pas d'autre chose. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, que vous ne comprenez pas le changement climatique, vous allez dire c'est un sujet d'un télo, c'est un sujet autre. Non, donc il faut vraiment travailler, il faut travailler profondément. Dans ce cadre-là, l'éducation des jeunes, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, est essentielle, absolument essentielle, parce qu'on sait très bien trop souvent que les jeunes sont le levier dans les familles pour une prise de conscience plus globale des générations postérieures. Donc il faut absolument travailler ça. Donc pour moi, c'est un travail d'éducation en premier lieu, c'est un travail sociétal, et à partir de là, et je voudrais terminer là-dessus, c'est un travail de chacun. Le problème dans la crise, et je reviens là-dessus, c'est le problème dans la crise, c'est qu'on attend toujours quelqu'un de l'autre. Le maire, il va se dire, écoutez, j'attends le préfet, le citoyen, il attend le maire il attend le préfet il attend la zone il attend l'État attend l'Europe. Enfin, bon, tout le monde s'attend. Et c'est bien, parce que de toute façon, il faut aussi cette solidarité, mais il faut aussi prendre sa part, chacun à son niveau. Il faut que le plan communal de sauvegarde, il soit bon. Que ce ne soit pas un papier formel. Il faut que la planification nationale soit bonne. Et il faut que le guide familial, il soit mis en œuvre. Et que le kit il soit prêt dans l'armoire. Et qu'il faut que les 72 heures de nourriture soient dans le ménage. Donc vous voyez, tout ça, c'est une culture, une fois de plus. C'est beaucoup plus de la culture que des moyens extraordinaires. On voit aujourd'hui en Ukraine la volonté. Et la volonté, ça vient de l'humain. Et donc, ça vient de venir des tripes. Et pour ça, il faut le comprendre. Voilà. Donc, c'est ça mon message. Vraiment... augmentons la culture de nos populations sur ces sujets. Merci, monsieur le délégué général. Audrey, vous avez parlé de l'engagement. Et on a justement une question qui nous a été posée par un bénévole de la Croix-Rouge du Gard sur la problématique de l'engagement et sur le rôle face aux préparations aux crises. Donc, je vous propose qu'on écoute la question de notre bénévole du Gard. Bonjour. Dans le département du Gard, nous sommes fortement sollicités lors d'événements de crise, notamment pour des inondations de plus en plus récurrentes suite au changement climatique, ce qui mobilise l'engagement de nombreux bénévoles. Cet engagement à long terme est de plus en plus difficile sur le terrain. La loi Matras a permis d'inscrire quelques éléments de reconnaissance des associations agréées de sécurité civile. Aujourd'hui, comment peut-on aller plus loin, développer cette reconnaissance et encourager l'engagement des bénévoles de nos associations? Peut-être cette question, Philippe Sauzet. Vous qui êtes expert des associations agréées de sécurité civile, qui avez rédigé plusieurs rapports sur le sujet, nous donner un éclairage sur finalement l'engagement, la place de l'engagement dans notre système aujourd'hui de préparation et de réponse aux crises. Bon, alors je crois que l'engagement, il est de plus en plus reconnu et reconnu comme nécessaire. Je vous rappelle que c'est notamment la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, qui a marqué cette première reconnaissance fondamentale des associations de sécurité civile en organisant un système à la fois de reconnaissance et de financement. Leur permettre d'avoir des ressources que les bénévoles connaissent bien à travers les postes de secours, leur permettre de s'équiper, de s'entraîner, de travailler, de faire des choses intéressantes, utiles pour la population. Et puis, en contrepartie, être là le jour où les pouvoirs publics, où la population, disons, en aura besoin.
Alors cette première étape, il faut la compléter en effet. Elle s'est mise en marche, elle s'est mise en route. Il y a eu, je dirais, on voit que depuis 2004, les grandes associations continuent à fonctionner normalement. Il y a toujours quelques petits incidents à la marge sur le fonctionnement du système que je viens d'évoquer, mais globalement, ça fonctionne, ça marche. Il faut, comme votre bénévole l'indiquait, et comme votre question m'y amenait également, il faut approfondir cette reconnaissance, au moins dans deux directions. La première, c'est une reconnaissance individuelle pour ce que font les bénévoles. Alors, bon, ça, ce sont des mesures de type un peu, je dirais, de protection personnelle, d'avantages ou de reconnaissance d'avantages dans la vie ou dans la carrière. Et puis, d'une façon plus opérationnelle, et là, ça avance aussi, mais un peu doucement, il faut que les pouvoirs publics associent davantage le monde bénévole aux exercices et à la planification. Là encore, il faut pas, quand on parle de résilience, ne penser qu'à l'État ou qu'à l'administration. C'est souvent ce que nous avons fait au cours des années passées. C'est-à-dire quand on parlait de résilience dans les années 2000, les spécialistes ici savaient de quoi ils parlaient, mais quand on lançait une idée sur la résilience, souvent on avait des non-spécialistes à qui il fallait quand même expliquer assez longtemps de quoi il s'agissait. Donc ça n'est pas seulement la résilience de l'administration ou de l'État, c'est la résilience de la population elle-même. Et là, les associations de sécurité civile qui ont été un peu redécouvertes, fondamentalement, par les pouvoirs publics dans les années 2010, à partir des années 2010, ces associations de sécurité civile, elles doivent être plus, c'est un peu un paradoxe, elles doivent être plus intégrées à la préparation de la crise, tout en gardant leur autonomie et leur situation au sein même de la population. Merci. Peut-être, mon général, vous avez parlé de la coopération entre le SGDSN et les associations. Est-ce que vous voulez dire un mot justement peut-être sur le lien avec ces associations et rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Sauzet ? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce lien n'est probablement pas assez fort. Il est absolument indispensable. Mais l'action du SGDSN et de l'État consiste aujourd'hui, j'ai un exemple en tête particulier, qui est notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui donc dépend du SGDSN, et qui étend de plus en plus ses ramifications sur les territoires, au niveau des régions en particulier, parce que il est important d'irriguer sur les territoires et donc aussi dans les associations en termes de sécurité des systèmes d'information, de telle sorte que la vie sociale puisse se dérouler le plus normalement possible. Mais ça, c'est un mouvement donc, du SGDSN et de l'État central vers les territoires. Mais je pense qu'aujourd'hui, le lien avec les associations est quand même très ténu. Et mériterait d'être particulièrement renforcé. En tout cas, c'est l'objectif avec cette stratégie nationale de résilience et l'implication des populations qui passera forcément par les associations. On voit bien que la crise en Ukraine et la problématique des réfugiés, on voit bien que les associations et les ONG auront un rôle tout à fait particulier et pour le moment primordial. Et donc c'est dans ce sens qu'il faut aller. Alain Rissetto, est-ce que vous voulez peut-être ajouter un petit complément justement sur ce rôle des associations agréées de sécurité civile ? Bien sûr, on est au cœur, là aussi on est au cœur de la discussion. Je pense que la principale question, c'est la reconnaissance du rôle des associations de sécurité civile. Monsieur Sauzet le rappelait, c'est seulement depuis 10 ans que effectivement l'État a pris en compte le fait du besoin des associations de sécurité civile. La crise sanitaire ou les crises récentes ont montré que là aussi, ces associations de sécurité civile n'étaient plus de simples associations de secourisme. Et on voit bien au travers de ces dernières opérations que nous avons effectué un travail autour du champ du secours, certes, mais aussi autour du champ de la santé et autour du champ de la solidarité. Et que c'est là où il faut aussi
que l'État soit en capacité de pouvoir nous donner les moyens pour assumer les missions qu'il nous demande. Et donc ça, c'est un élément important, parce que sinon, effectivement, le rapport de monsieur Sauzet est assez révélateur en cela. On a besoin de ça. Donc besoin de cette reconnaissance, et c'est ce que aussi Arnaud nous disait, il est nécessaire de pouvoir impliquer ces acteurs d'associations de sécurité civile, qui sont des acteurs de proximité, de terrain, de pouvoir les impliquer aussi en amont. Et puis la question d'Arnaud, elle pose aussi le problème de la mobilisation. Et lorsqu'on dit qu'il nous faut les moyens, la mobilisation et ce rôle des 3 S que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi bien sur le champ de la phase d'urgence comme de la phase de soutien aux populations. On est dans les 10 premiers jours. Il nous faut avoir les moyens de pouvoir mobiliser les bénévoles de la Croix-Rouge ou d'autres associations. Et là, on est sur un champ important. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir? Des dispositions particulières vis-à-vis des employeurs. C'est le bénéfice de la loi Matras, mais ça ne suffit pas. On peut avoir la réquisition, comme le préfet avait réquisitionné au moment de Xynthia, mais il faut en tout cas concevoir des dispositifs qui permettent au personnel bénévole de pouvoir s'engager. Juste un complément tout à fait pratique et concret. Ce lien entre les associations et les pouvoirs publics, bon, il se fait naturellement à l'échelon national, mais il se concrétise très largement à l'échelon départemental. Et donc là, l'idée, c'est que les associations soient davantage présentes auprès du préfet et inversement. Il faut aller voir, pour les responsables d'associations, allez voir votre préfet. Pour les préfets, je leur dis à chaque fois, réunissez le conseil départemental de la sécurité civile au moins une fois par an, et puis dialoguez avec ses partenaires. Quand vous préparez un exercice, mettez les associations dedans et pas seulement faites-les jouer vraiment. Hein. Et puis, quand vous faites une planification, pensez aux associations, tenez à jour la liste des moyens qui sont disponibles. Et c'est comme ça que, très concrètement, les choses pourront avancer. Je voudrais aussi très brièvement rappeler que l'équilibre économique qui a été mis en place par la loi de 2004, il a été gravement compromis par la crise sanitaire, puisque vos activités de poste de secours et de formation n'ont pas pu se poursuivre, et que la Direction générale de la sécurité civile, le ministère de l'Intérieur, a obtenu une enveloppe exceptionnelle de 22 millions d'euros qui ont été répartis entre les associations de sécurité civile pour vous permettre de faire face aux frais fixes et de tenir le temps de la crise. Et puis, il y a eu les discussions assez compliquées avec le ministère de la Santé, mais ça, c'est autre chose. Donc, pour dire que cette reconnaissance, elle progresse et elle s'inscrit dans des choses très concrètes. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'échelon territorial. Je vous propose justement qu'on écoute une question de Damien Dos Santos, qui a déjà posé une première question sur justement la mobilisation au niveau local et le lien avec les collectivités. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020 a eu lieu la tempête Alex, une des plus grosses catastrophes naturelles enregistrées dans les Alpes-Maritimes. Lors de cette tempête, nous avons dû mettre à disposition un centre d'hébergement d'urgence et un centre d'accueil des impliqués avec des bénévoles pour l'accueil de la population qui ont dû quitter leur hébergement. La mairie nous a mis à disposition un gymnase, sauf que le gymnase était vraiment très près du cours d'eau. Bilan de l'histoire, le gymnase a été emporté par la montée des eaux. La population a été mise en sécurité au collège. Du coup, ma question pour nos experts est la suivante. Comment pouvons-nous accompagner nos collectivités locales à la gestion de crise? Je vous remercie. Alors Christian Sobat, comme vous avez parlé justement de résilience nationale et de résilience territoriale, est-ce que vous voulez répondre à cette question de Damien Dos Santos sur le lien avec les collectivités et comment on peut travailler au niveau local à préparer la crise? Alors, c'est très contrasté, les collectivités territoriales. Vous avez des maires pour lesquels c'est une évidence, la préparation. Vous en avez d'autres pour lesquels c'est loin d'être une évidence. Donc, on a une situation très contrastée parce que les maires, lorsqu'ils prennent leurs fonctions, ils n'ont pas de formation sur ces sujets-là. Et ils le déplorent souvent. Formation à la gestion de crise, mais même formation au risque. Donc, ils n'ont même pas forcément toujours la conscience
je dirais, de leurs obligations législatives et réglementaires. Donc il y a un vrai problème là encore de formation des maires. Alors quand vous tombez sur des communes qui ont malheureusement vécu un certain nombre de traumatismes, bah, ils se préparent et c'est plutôt les bons élèves. Nous on a un label pour ça. Bon, le label on a eu jusqu'à 80 villes, mais c'est très peu par rapport aux 34 000 communes françaises. Mais on avait les bons élèves. Mais nous, on voyait bien arriver sur les questionnaires, il y en a beaucoup qui voulaient. Mais en gros, il y en avait 2 sur 3 qui n'avaient pas les compétences, qui n'avaient pas fait l'effort suffisant pour pouvoir être labellisés sur un plan communal de sauvegarde qui tienne la route, si vous me permettez l'expression. Donc il y a encore un énorme travail à faire. Je pense que les associations agréées de sécurité civile peuvent aider les collectivités à la prise de conscience. Il faut que les maires s'approprient. Alors évidemment, c'est difficile pour les petites mairies, ça on le sait, mais la loi Matras va nous permettre, avec les EPCI, de résoudre une partie des petites mairies. Donc il faut s'engager dans cette voie. C'est nouveau. Hein, la loi Matras, elle est quand même pas très ancienne, hein, quelques semaines. Donc il faut s'engager dans cette voie pour que les EPCI deviennent réellement, si vous voulez, la base pour toutes ces petites communes d'une réponse solidaire et collective. Mais il faudra que l'État accompagne par la formation, accompagne, je dirais que les préfets accompagnent, donc ça nécessite non plus une déflation des effectifs au niveau des sites PC, hein, pour parler, parce que c'est quand même un gros problème dans les départements, mais ça nécessite aussi que toutes les associations, que les départements et que les associations de maires et les associations départementales s'impliquent aussi sur ces questions. Depuis 20 ans, on était plus sur la croissance économique ou le maintien d'activités essentielles économiques dans les communes que sur ces questions de risque. Alors, je vous dis, sauf celles qui étaient très exposées. Mais celles qui étaient très exposées, malheureusement, c'est toujours un peu les mêmes, et elles se préparent. Mais c'est les autres, parce qu'on sait très bien qu'avec le changement climatique, on va toucher beaucoup plus de communes face à ces risques naturels, sans compter qu'il y a d'autres risques qui ne sont pas seulement naturels, qui peuvent intervenir, que ce soit des transports de matières dangereuses, n'importe quoi. Donc il faut se préparer, et il faut que les maires en soient conscients, et il faut que l'État rappelle en permanence leur rôle et leur devoir aux maires. Je pense que c'est aussi par là que ça passe. Merci beaucoup. Alors la crise, elle se prépare au niveau local, mais elle se prépare aussi dans la confiance. Je pense que c'est important. Et Audrey Le Bolivet, vous qui travaillez sur les projets d'ouverture à la société, est-ce que vous voulez nous dire un mot un petit peu de cet enjeu de la confiance? Le directeur général a parlé du climat de défiance dans lequel nous évoluons. Comment finalement créer cette confiance pour préparer tous le mieux aux crises? Alors, je vous remercie, ce que je veux dire, c'est ma question préférée. En fait, pour tout vous dire, on me dit toujours, mais comment on fait pour que les Français ils aient confiance dans les experts et ils aient confiance dans l'expertise? En fait, moi, ma réponse, c'est de dire, faisons-leur déjà confiance et construisons une relation avec eux. Et peut-être, ensuite, on gagnera leur confiance. Mais je pense qu'on ne peut pas le mettre en postulat, parce que c'est comme si vous arriviez devant un jeune homme et votre objectif, c'est qu'il vous aime. En fait. Et en fait, ça ne marche pas dans ce sens-là. Donc, mis à part ça, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur le sujet de... Parce que c'est très lié, la confiance et le territoire. En fait, c'est vraiment une façon de vivre une crise dans le territoire avec tous les acteurs. Et tous les acteurs doivent se donner la main, en fait, quel que soit leur niveau de responsabilité, ou en tout cas, il faut juste que ce soit les personnes qui soient concernées, qui aient envie d'agir, qui puissent travailler ensemble, sans qu'il y ait d'un côté, il y a les sachants, et d'un autre côté, il y a les autres. C'est que vraiment tout le monde se mette autour d'une table. Nous, on a un baromètre qui s'appelle le baromètre de la perception des risques. On a interrogé les Français et on leur a posé la question, pour gérer un risque, une crise sur un territoire, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de mettre en place une structure pluraliste avec l'ensemble des acteurs autour de la table? Alors 9 sur 10, évidemment, on dit ah oui, ça a l'air super intéressant. On leur a dit mais pourquoi faire, en fait? Ils ont dit nous, ce qu'on veut, c'est mieux identifier les risques et contribuer à les réduire. Et parfois, quand on interroge certains décideurs, aucun de ceux qui sont dans cette salle, on est d'accord, leur réponse, c'est de dire, en fait, on veut bien impliquer les citoyens pour mieux communiquer sur les risques. Je pense que c'est cet écart-là qu'il y a entre des citoyens qui ont envie de participer à identifier les risques et à les réduire, et d'autres qui veulent juste que vous avez l'information et donc vous allez pouvoir agir, répondre comme
comme à des consignes, en fait. Le citoyen, il n'a pas envie d'appliquer des consignes, il a envie de se les approprier. C'est ça qui est difficile, en fait, pour nous, parce que nous, on conçoit des plans, on fait des planifications, mais on n'avait pas planifié qu'il y ait des gosses qui fassent des visières 3D pendant le Covid. On n'avait pas planifié qu'il y ait des couturières qui fassent des masques toutes seules, et on n'avait pas planifié non plus qu'il y ait des gars qui fassent Covid List ou Covid Tracker. Et pourtant, ça a beaucoup participé et ça a beaucoup aidé à la résilience. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise, ça va arriver, et que c'est à nous de nous préparer aussi à comment on va pouvoir les intégrer en cours de route, parce que ce sera dans aucun plan. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Je voulais vous faire un tout petit témoignage, encore une toute petite minute, si vous me la donnez, si vous me l'offrez. Il y a trois phases. On a parlé de toute la phase amont. Si la relation n'a pas commencé en amont, c'est difficile de la commencer pendant la crise. Et il y a pendant la crise, là, il y a un état de sidération que vous connaissez bien mieux que moi, où là, les gens ont besoin d'être pris en charge parce qu'en fait, c'est une rupture dans leur vie. Et puis, il y a tout ce qui est post-crise, que nous, on appelle le post-accidentel. Alors, on ne sait pas bien parfois quand ça commence. Hein, parce que sur le Covid, moi, je crois qu'on est toujours dedans, ou peut-être on est en post-accident, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, pour les gens, on est toujours dans une crise. De notre expérience qu'on a vécue à Fukushima, après au Japon, pendant le post-accident, quand les gens reprennent le dessus sur leur vie, reconstruisent leur vie, c'est eux qui deviennent les décideurs, en fait. Ils veulent prendre leurs décisions et ils veulent du coup avoir accès aux données, avoir accès aux informations pour pouvoir prendre leurs décisions. Et ça, c'est pas évident pour les experts ou les décideurs de le comprendre. Et je me souviens de citoyens à Fukushima qui nous avaient dit, en fait, c'est comme si nous, les citoyens, on conduit un vélo. C'est nous qui avons le guidon. Vous êtes dans le porte-bagages et vous êtes là en appui pour nous donner des outils, pour nous donner des capteurs, par exemple, pour se dire à quel endroit je dois passer pour aller emmener mes enfants à l'école, pour que ça soit le moins nocif en termes de radioactivité, par exemple. Des choses comme ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir à nous, à l'IRSN, parce que ce n'est pas des choses qui étaient dans des plans. Et donc, voilà, je voulais attirer votre attention dessus. Il y a aussi un risque aussi, c'est que pendant la crise, le risque, c'est de la fermeture à la participation. Et ça, c'est assez craint par les associations et par le public. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. En tout cas, moi, s'il y a des associations qui veulent venir travailler avec l'IRSN sur ces questions, et notamment dans le médical, parce que c'est un sujet qui est difficile à investiguer avec les associations. En tout cas, on serait ravis. Voilà. Merci Audrey, je pense que l'appel est pris. Ouais. J'en profite. Mon général, est-ce que vous voulez dire un mot, notamment Audrey Le Bolivet a parlé de l'information. Je sais que dans les missions du SGDSN, il y a la question de la fiabilité des informations, de la collecte des informations. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce rôle, sur cette approche qui est quand même au cœur aussi de la préparation de la population aux crises ? Oui, effectivement, il y a un volet qui est important, c'est la manipulation de l'information et l'impact que ça peut avoir sur les populations. Donc le président de la République a confié au préfet Bouillon, il y a un peu plus d'un an, la mission de mettre sur place une entité qui a vocation à lutter contre les ingérences numériques étrangères, et en particulier en période électorale, lorsque ces ingérences ont pour but de nuire à notre processus démocratique. Et comme vous en souvenez probablement pas, mais c'est dans les intérêts fondamentaux de la nation, le fonctionnement de la République est un intérêt fondamental de la nation. Et donc, effectivement, le SGDSN donc, a mis sur pied cette entité qui a vocation à détecter et caractériser donc, les ingérences numériques étrangères et qui a vocation également à travailler. Alors, ce n'est pas un service de renseignement, c'est un service qui travaille sur des sources ouvertes, mais qui permettrait de détecter en amont, le plus en amont possible, ce qui pourrait nuire au jugement des Français au moment d'une période cruciale pour notre pays, en période démocratique. Donc ça, pour moi, alors c'est au SGDSN, on est loin du terrain proprement dit, et des associations. En revanche,
il faut que dans nos planifications, et cet aspect de manipulation de l'information est absolument capital pour préserver cette liberté qu'ont les citoyens de juger d'une situation. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. On avait une dernière question, mais je vois l'heure qui tourne. Donc, je vais plutôt demander à Monsieur Sauzet de conclure cette table ronde, et notamment sur la question de relèvement. Plusieurs d'entre vous ont parlé de la résilience et du fait qu'il fallait sortir aussi de la crise. Dans le relèvement, il y a un volet soutien psychologique également de la population, dont a parlé Alain Rissetto. Peut-être nous dire un mot sur ce sujet-là. Comment on peut aussi préparer les populations à faire face à ces chocs et les préparer psychologiquement. Ça fera aussi la transition avec notre deuxième table ronde sur la santé mentale et le bien-être psychologique. Vous avez évoqué, c'est le directeur général qui a évoqué l'éducation. Christian a parlé de la formation et de la connaissance, de la compréhension des crises. Bon, ça c'est certainement une piste essentielle. Je dois dire que de notre côté, on tire les leçons, on tire les enseignements des crises. C'est ce qu'on appelle les retours d'expérience. Les services font eux-mêmes leurs retours d'expérience, et au niveau ministériel ou interministériel, on en fait sur les catastrophes de type sécurité civile, on en fait entre 2 et 3 chaque année. C'est dire que c'est pas mal. Enfin, c'est plus qu'avant. Alors, ces retours d'expérience, ils nous amènent à un espèce d'élargissement du spectre des sujets ou des aspects de la crise, si vous voulez. Il y a quelques années, on se concentrait, il y a une vingtaine d'années, disons, on se concentrait sur les acteurs. On disait les secours ont été excellents, le préfet est remarquable, tout va bien, ou on fait une petite modification du plan. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la crise avait des aspects extrêmement variés, avec des conséquences sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Et c'est à partir de là, je dirais, que parmi ces aspects variés, transport, école, sécurité publique, on s'est aperçu que ces problèmes sanitaires, bien sûr, on pense aux effets à moyen terme des fumées toxiques de Lubrizol, toxiques ou pas toxiques d'ailleurs. Donc c'est à partir de ces constats sur la diversité des aspects de la crise que je dirais l'impact sur la population a été qu'on a de plus en plus essayé de mesurer l'impact sur la population. Et évidemment, l'aspect psychologique est important. Alors, personnellement, je pense qu'il faut quand même pas en faire trop non plus. Il ne faut pas infantiliser, venir immédiatement. Moi, je l'ai vu, des cellules psychologiques après crise, et on leur demande, alors vous avez vu du monde? Ah ben non. Ou très peu. Bon, donc il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a un aspect de relèvement multisecteur, si vous voulez, et un aspect une problématique qui dure. Et c'est là que la société elle-même doit se prendre en charge, et vous êtes l'émanation emblématique de cette société. Merci beaucoup pour cette conclusion, Philippe Sauzet.